Bonjour chers élèves. Comme vous le savez, vous avez abordé depuis le début le cours sur le deuxième chapitre dont la vocation essentielle est l'intégration sociale harmonieuse de l'homme. Ce chapitre, c'est quoi? Ce sont les problèmes de la philosophie morale. Et le thème ou le sous-thème qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les grandes conceptions de la vie morale. En titre, nous avons la morale sentimentale et la morale rationnelle. Bien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord procéder à un rappel de la définition notamment de la morale. On avait dit au niveau de la morale que la morale est une science normative qui détermine des règles pour diriger la volonté. Ça, on avait dit ici que l'homme a deux dimensions, c'est-à-dire la dimension qui détermine sa volonté et la dimension qui détermine sa conscience. Donc, conscience et volonté. C'est-à-dire, pour qu'on parle de morale, il faudrait que la conscience agisse sur la volonté pour faire de la volonté une bonne volonté. Donc, la morale, par excellence, est une conscience sociale. Donc, c'est ce qui est écrit ici. La morale est une science normative qui détermine les règles pour diriger la volonté. Donc, la volonté humaine a nécessairement besoin d'être orientée. Orientée dans le bon sens. Et pour le bien-être de l'homme. Bien. Et cette morale a des types de morale. Il existe plusieurs types de morale. À savoir, les morales du plaisir, ces morales du plaisir sont au nombre de 3. C'est-à-dire les morales qui traitent le plaisir de l'homme. Parce que si vous voyez que l'homme est heureux ou il est malheureux dans sa vie, c'est dit à quoi? À sa façon d'exprimer ses plaisirs. Donc il est nécessaire que nous ayons ici une attention particulière, voire même indispensable, sur les plaisirs, les modes d'expression. Donc il y a 3 doctrines qui expliquent les morales du plaisir. Notamment, il y a l'hédonisme qui nous parle de quoi? De la recherche et l'expression de manière instinctive et primaire des plaisirs. Et nous avions dit qu'avec l'hédonisme, exprimer de manière instinctive et primaire des plaisirs, ça n'honore pas l'homme. Parce que l'homme est un, comme l'a dit Blaise Pascal, l'homme est un roseau pensant. Tout ce qu'il doit faire doit être édicté par la conscience. Donc l'homme ne doit pas exprimer ses plaisirs comme il le fait, quand il le fait et où il le fait. Non, c'est impossible. Donc l'hédonisme mérite d'être critiqué. Critiqué dans la mesure où l'homme est un être conscient. Donc la deuxième doctrine vient dresser des barrières ici à l'hédonisme. C'est quoi? C'est l'épicurisme. Épicure lui dit, si l'hédonisme prend la satisfaction instinctive et primaire des plaisirs, il n'est pas nécessaire d'aller dans ce sens. Pourquoi? Parce que l'homme est un être conscient. Épicure a dit, il faut contrôler les plaisirs, leur expression, crier les plaisirs qui sont nécessaires, exprimer ces plaisirs qui sont nécessaires, abandonner les plaisirs qui ne sont pas nécessaires, c'est-à-dire qui ne sont pas naturels et nécessaires, et abandonner aussi les plaisirs qui sont naturels mais non nécessaires. Donc la notion de contrôle est introduite ici dans l'expression des plaisirs par le philosophe Épicure, d'où la doctrine philosophique, l'épicurisme. Et la troisième doctrine, c'est quoi? C'est le stoïcisme. Le stoïcisme demande, si Épicure demande contrôle dans l'expression des plaisirs, le stoïcisme aussi est cette doctrine qui invite l'homme à plus de contrôle dans l'expression des plaisirs, c'est-à-dire être guidé par la raison. Et quand tu veux exprimer un plaisir, il faut voir la nécessité que ce plaisir incarne dans ta vie et par ricochet dans la vie de toute la communauté. Bien, donc ça, ce sont les morales du plaisir. Il y a aussi la morale sentimentale, c'est-à-dire une morale qui est axée sur le sentiment, parce que l'homme est un être de sentiment aussi. Il y a la morale rationnelle, la morale de la raison. Donc, ces types de morale résultent de la complexité de l'homme. C'est-à-dire, on s'est intéressé
on s'est intéressé à la complexité de l'homme pour déterminer ce type de morale. Quelle est cette complexité? L'homme est d'abord un être de l'ego, l'homme est un être de sentiment et l'homme est un être de raison. Tout ça, toutes ces trois données se trouvent en nous, c'est-à-dire en l'homme. Mais ces trois données, devant une situation morale, ne se manifestent pas en même temps. Quand l'homme est devant une situation morale, ces trois données rentrent en conflit. Maintenant, la donnée la plus déterminante détermine ici la conduite de l'homme. C'est ce qui, naturellement, détermine ici la complexité de l'homme. Et les trois types de morale qu'on a abordés ici sont à la lumière de cette complexité de l'homme. Être de l'ego s'intéresse ici, c'est la morale de précis s'intéresse à l'ego, la morale du sentiment ici, et la morale rationnelle au niveau de la raison. Now, au premier point, nous allons aborder ici la morale sentimentale. Comme je viens de le dire, l'homme est un être de sentiments. Il a en lui des sentiments. Et d'ailleurs, s'il n'avait pas ces sentiments, il n'allait pas mériter son titre d'être humain. Parce que si nous prenons par exemple les anges, n'ont pas cette grandeur que l'homme. Donc on retient que l'homme est un être de sentiments. C'est-à-dire qu'il est capable de ressentir des émotions pour autrui. Ça peut être la pitié, ça peut être l'estime, ça peut être l'amour pour son prochain. Mais le paradoxe ici et la nécessité qui vraiment a privilégié l'émergence d'une morale au niveau des sentiments, c'est à ce niveau. Parce que le plus souvent, l'homme peut exprimer ses sentiments de manière aléatoire. Il peut exprimer une pitié qui est considérée d'abord comme nécessaire au départ, mais peut l'exprimer de façon aléatoire. C'est-à-dire, exemple, exprimer la pitié pour un voleur qu'on a attrapé, on est en train de l'infliger des sanctions. On vient, sous les cris de ces voleurs, on manifeste ici de la pitié. C'est-à-dire, ou, si vous voulez, de la compassion. Ça, ce sont des sentiments. C'est-à-dire, on a exprimé le sentiment d'âme local qui est purement aléatoire. C'est à supposer que notre pitié domine et que la clémence réjaillit sur le voleur et qu'on tolère le voleur, on ne parle pas, on ne sanctionne pas, et les autres observateurs qui sont là vont vraiment, c'est-à-dire s'inscrire dans cette dynamique. Et automatiquement, c'est le mal qui va triompher ici dans la société. Bien. Là, on dit, mais plus souvent ces sentiments dominent le principe de la nécessité ou de la raison sur certains individus. Ces derniers pratiquent donc la morale. Donc, la morale sentimentale, donc la maxime est le cœur a ses raisons et la raison ne connaît pas. C'est-à-dire les raisons du cœur, ça peut être la pitié, l'estime, ce que tu ressens, constitue en quelque sorte les raisons du cœur. Mais laquelle la raison ne connaît pas, c'est que vous manifestez la pitié pour un voleur, la vraie raison ne connaît pas ça. Ne reconnaît pas, c'est-à-dire n'accepte pas. La vraie raison condamne, la vraie raison rejette. C'est-à-dire la vraie raison, c'est ce qui est normal. La vraie raison, c'est cette raison qui prend la vertu, qui nous encourage à aller dans le sens de la vertu. Donc cette raison n'aime pas ce que le cœur exprime et qui est aléatoire au bien collectif. Bien, donc en critique de cette morale, il faut la critiquer, parce qu'il est bon d'exprimer la pitié, c'est vrai. Il est bon d'exprimer de l'estime, de l'amour pour son prochain, mais dans le bon sens. Si nous exprimons ces valeurs dans le bon sens, c'est indispensable. Ça peut nous servir, ça peut contribuer même à faciliter ici l'intégration sociale harmonieuse de l'homme. Mais si nous les exprimons de manière aléatoire, c'est pour déstabiliser ici la société et de manière très explicite, c'est empêcher l'homme de s'intégrer harmonieusement dans la société. Bien, donc au deuxième point, bien discuter au deuxième point, c'est la morale rationnelle. La morale rationnelle, elle est fondée sur deux vertus, à savoir la liberté de l'agent moral et la responsabilité de l'agent moral. L'agent moral, c'est l'homme qui agit et qui agit, qui
le qualifie de l'agent moral. Donc en exprimant des actes ou en agissant, il est demandé, la première condition ici dans la morale rationnelle, d'être libre dans le choix moral, sans aucune contrainte extérieure. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose, je dois moi-même choisir le motif de mes actes en toute indépendance, sans aucune influence venant d'ailleurs. Un exemple, monsieur Bali me dit tout à l'heure, bon, demain, nous ne devons pas aller à l'école pour enseigner. Je dois demander les motifs, les raisons. Mais s'il le dit, j'adhère automatiquement. Je me montre comme quelqu'un qui n'est pas libre, qui a subi une contrainte venant d'ailleurs, et j'ai automatiquement obtempéré. Et cette obéissance sera vraiment dangereuse, voire même aléatoire. Pourquoi? Parce que si je ne viens pas à l'école, il peut y avoir ici des conséquences qui sont graves. Donc, naturel. Bien, donc, l'individu est appelé à être libre dans le choix moral, c'est-à-dire sans tenir compte de la pulsion qui vient d'ailleurs. Tu dois choisir toi-même le motif de tes actes, en toute liberté. Bien, le deuxième point, c'est quoi? Ou la deuxième vertu, c'est la responsabilité de l'agent moral. C'est-à-dire, tu as fini d'exprimer des actes. Que ces actes soient bons ou mauvais, tu dois non seulement les reconnaître, ensuite les assumer. Tu assumes tes actes, bons ou mauvais. Mais le fait de reconnaître et d'assumer ces actes, tu dois privilégier quoi? Tu dois tenir compte du bien collectif, c'est-à-dire l'harmonie sociale. Un exemple. Lorsque Galilée a dit que la Terre tourne, et à l'époque la science était dans son stade embryonnaire, de trop de risques pour dévoiler certaines vérités. C'est l'Église qui était là, ne tolérait pas certaines vérités qu'on croyait être là, c'est-à-dire qui transcendent l'entendement de l'homme. Et lui, il a parlé ici que la Terre tourne. À l'époque, on a considéré cette vérité comme une vérité qui transcende l'entendement de l'homme. Mais il faut arrêter que Galilée, l'ont envoyé au tribunal, ils l'ont demandé. Et la sanction qui était à côté était visible, perceptible. Ici, il reconnaît. Dans le cas où il arrive à reconnaître ce qu'il a dit, on le fait boire ici le poison d'épée. Galilée a vu tout cela devant le monde entier, devant les commandants. Son guide, je l'ai dit, il s'est levé en disant quoi? Écoutant, elle tourne. Pourquoi il a pris cette responsabilité? C'est pour empêcher le monde entier de basculer des siècles et des siècles dans l'obscurantisme. Autrement dit, enterrer encore de plus l'esprit scientifique qui était dans sa phase de germination. Donc lorsque Galilée a reconnu ça, c'est par après qu'on s'est rendu compte. On a fait des recherches, si lui il a sacrifié son âme, c'est parce que quelque part il y a une part de vérité. Et de là, on a donné la chance ici à l'esprit scientifique de se manifester. Donc, l'être humain, quelles que soient les contraintes qui sont derrière toi, quelles que soient les difficultés, toi qui définis les actes, ces actes viennent de toi, tu es appelé à les assumer, que ces actes soient bons ou mauvais. Bien, donc je réponds, je reviens à rappel. J'avais défini ici la morale. J'avais dit que la morale est une science de l'homme normatif qui détermine les règles pour diriger la volonté humaine. Parce que l'homme a besoin d'être orienté. L'homme a besoin d'être canalisé. Il a besoin ici d'avoir une trajectoire qu'il doit suivre. Comme l'a dit Jean-Jacques Rousseau, il dit à Montesquieu, j'avais dit que l'homme, c'est être flexible, c'est pliant dans la société aux pensées et aux impressions des autres, est capable de connaître sa propre nature lorsqu'on la lui montre et d'en perdre jusqu'au sentiment lorsqu'on la lui dit. Donc il a besoin qu'on le définisse une trajectoire qu'il doit suivre. Donc il faut des règles et des principes pour diriger la volonté de l'homme.
C'est pourquoi on qualifie la morale d'être une science normative. Dans les types de morale, il existe plusieurs types. À savoir, il y a des morales qui sont axées sur les plaisirs, c'est-à-dire qui parlent comment l'homme doit exprimer les plaisirs, parce que l'homme est un être de désir. S'il n'arrive pas à maîtriser ses plaisirs, il va rendre son existence difficile. Donc il faut une morale ou des morales axées sur le plaisir. Premièrement, au niveau des morales du plaisir, il y a d'abord l'hédonisme, dit qu'il faut satisfaire le plaisir. Et de là, on comprend que si l'homme agit ainsi, il n'y aura pas de différence entre l'homme et l'animal. Parce que le plaisir, quel qu'il soit, où qu'il se manifeste, quelle que soit la circonstance, il faut l'exprimer selon l'hédonisme. Ça subjective l'homme ici, ou ça inscrit l'homme ici dans le registre des animaux inférieurs. Et là, l'Épicure dit non, l'homme est un être conscient. Donc il doit faire preuve de conscience dans tout ce qu'il fait. Et de là, il doit faire quoi? Il doit tamiser les plaisirs, c'est-à-dire les contrôler avant de les exprimer. Donc Épicure introduit la notion de contrôle dans l'expression des plaisirs. Après, le stoïcisme dit quoi? Que plus de contrôle dans l'expression des plaisirs, c'est-à-dire être guidé par la raison. Ici, si tu aimes quelque chose, il faut l'aimer par sa finalité et non par la chose en tant que telle. Par exemple, on dit téléphone, il faut aimer le téléphone par sa finalité. Sa finalité, c'est la communication. Mais ne dis pas téléphone dernier prix. Quand tu dis ça, tu crées des problèmes. Donc le stoïcisme dit qu'il faut aimer une chose par sa finalité et non la chose en tant que telle. Donc c'est doctrine constitue ce qu'on appelle les hégémonismes. Les hégémonismes, ce sont des doctrines morales qui enseignent la vertu à l'homme. Bien, il y a aussi la morale sentimentale, axée sur le sentiment, comme je viens de le dire. Il y a la morale rationnelle. Et ce type-là résulte de quoi? De la complexité de l'homme. L'homme est un être complexe. C'est ce qui a fait qu'on a déterminé 3 catégories de morale à la lumière de sa complexité. L'homme est un être de l'ego qui ressent tout pour lui, bien pour les autres. L'homme est un être de sentiment qui manifeste de l'émotion pour autrui. L'homme est un être de raison qui est capable d'analyser une chose et de choisir le bon côté. Donc, de ces 3 données, il en résulte ici 3 doctrines morales. Bien que ce sont ces doctrines morales qu'on a citées ici. Bien, premièrement, ici, comme la leçon du jour nous l'exige, il y a la morale sentimentale que nous avions détaillée ici. On a dit l'homme ne mériterait pas son titre d'être humain s'il n'avait pas de sentiments. C'est un être de sentiments. Mais le paradoxe, c'est quoi? Ces sentiments-là, qui sont la pitié, l'estime, l'amour du prochain, ces sentiments, de plus quand nous les exprimons de manière aléatoire et au détriment du bien collectif. Manifester la pitié pour un voleur, de l'estime pour une personne, par exemple, ça peut être un élève en situation de classe, tu lui manifestes de l'estime, et puis l'élève là, tu l'octroies des notes vraiment qui accélèrent son admission et au détriment même de sa personne. Donc ça c'est vraiment paradoxal de la part de celui qui l'exprime et à l'endroit de la personne à qui cela est exprimé. L'amour du prochain, etc. Donc quelquefois on les exprime de manière aléatoire. Et j'avais pris l'exemple, si vous vous rappelez, l'autre fois j'ai dit par exemple dans une salle de bac, monsieur, comment dire, Shaw est un surveillant, il est dans la salle, par amour du prochain, par pitié, il autorise les élèves vraiment à copier. Et ces élèves copient, mais ils sont admis. Supposons qu'on est là, on veut chercher où, on cherche à recruter ici des gens qui seront des pilotes, ou qui seront ici des ingénieurs de ponts et fonciers. Là, on prend des pilotes ou des médecins, s'il vous plaît. On prend des médecins, des pilotes mal formés, c'est-à-dire qui, par laxisme, se sont retrouvés là où ils sont. Et là, on les sont admis ici à leur poste. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est pour porter préjudice ici à la vie des hommes. Donc, exprimer le sentiment de manière équilibrée, ça peut provoquer ici ce qu'on appelle ici des problèmes dans l'intégration sociale de l'homme ou dans la société civile. Donc c'est ce qu'on a dit ici, et la critique qu'on a dit que cette morale trouve sa faiblesse à ce niveau. Et qu'est-ce qu'il faut faire? La pitié se doit d'être exprimée dans le bon sens, l'estime dans le bon sens, l'amour du prochain dans le bon sens, etc. Et non le contraire. Bien.
On a vu encore la morale rationnelle. On a dit qu'elle est fondée sur deux piliers, c'est-à-dire deux vertus. La liberté de l'agent moral, il faut être libre dans le choix ou les motifs de tes, c'est-à-dire tu dois choisir en toute liberté les motifs de tes actes, sans aucune influence venant d'ailleurs. Mais dans ce choix, tu dois tenir compte de quoi? Du bien collectif, c'est-à-dire l'harmonie sociale. Ne dis pas, je suis libre, n'importe comment, tu agis, et puis tu dis, je choisis comme je veux. On vous a enseigné qu'il faut être libre dans l'expression de ses actes. Ce n'est pas dans ce sens. Mais derrière, il faut nourrir quelle idée? L'idée selon laquelle il faut vraiment défendre le bien collectif, c'est-à-dire l'harmonie sociale. Si ma liberté, dans le choix, offense, ici le bien collectif, ce n'est pas une bonne liberté dans le cadre de la morale, notamment la morale rationnelle. Donc il faut exprimer cette liberté lorsque la vertu se doit de s'impliquer pour orienter les conduites de l'homme de manière harmonieuse. Bien. Donc, deuxième point, on peut dire, c'est la responsabilité de l'agent moral. La responsabilité de l'agent moral implique quoi? D'abord, les actes que toi-même tu as été auteur, tu as défini, tu as exprimé en toute liberté. Si ces actes-là accouchent des conséquences perverses ou conséquences positives, tu dois être capable de les assumer. Tu les assumes. C'est tes actes, bons ou mauvais, quelle que soit leur conséquence. C'est ce qu'on pourrait dire. Je vous remercie.